Ok, parfait. Donc voilà, tout le monde est en train de se connecter et les participants arrivent. Donc nous allons démarrer dans quelques instants. Je règle bien la caméra, on puisse nous voir tous les deux. Voilà. Parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes le mardi 18 mai. Bienvenue sur ce webinaire organisé par le groupe ICV. Donc, il est 11 h et nous démarrons. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment engager une démarche RSE réellement efficace. Donc, tout d'abord, je me présente. Sébastien Narjou, donc je suis consultant en stratégie, qualité et développement durable au sein du groupe ICV. Et avec moi sur le plateau, je suis ravi d'accueillir Arnaud Bréchet qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Arnaud Bréchet, je suis responsable du développement pour le label Vigneron Engagé, que j'aurai l'occasion de vous présenter par la suite. Alors, en préambule à la présentation, je vais vous indiquer donc comment poser des questions. Désolé, vous allez être frustrés ce matin, mais pas de micro ni de main levée. Donc, si vous avez des questions, il faudra que vous passiez par la rubrique questions en utilisant la petite flèche rouge que vous trouvez là dans l'onglet. Vous posez votre question. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous posiez vos questions par écrit et on y répondra à la fin du webinaire, puisqu'on a un temps consacré aux questions-réponses. Voilà pour les modalités d'échange. Alors, en ce qui concerne la présentation, donc voici le programme. Donc, on va faire 25 minutes maximum de présentation, hein, il est prévu qu'on soit 1h15 au maximum ensemble. Donc, environ 20-25 minutes de présentation me concernant, sur lequel je vais vous faire un très rapide panorama des principaux labels et certifications qui sont revendiquées en matière de RSE dans la filière vitivinicole. Je vais rappeler aussi la base unique qu'est la norme ISO 26000 en matière de RSE, et puis ensuite vous donner quelques éléments et points clés sur comment être efficace en matière de RSE et pour engager une démarche RSE dans votre entreprise. Et ensuite, Arnaud va nous délivrer un témoignage de l'association Vigneron Engagé, qui est le label de référence dans la filière vin. Enfin, il nous présentera justement ce retour d'expérience et ce témoignage sur ce label dédié à la RSE dans la filière vin. Et ensuite, autour de midi, une séance de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Si nous avons énormément de questions-réponses, ce que je vous propose, c'est d'essayer de les regrouper pour représenter un maximum de questions. Et ensuite, il y aura une rubrique dans la chaîne YouTube de l'ICV. Vous pourrez donc retrouver le replay de notre présentation qui est enregistrée. Et nous répondrons aux questions complémentaires s'il y en avait. Voilà, donc avant de démarrer, ce que je vous propose pour mieux vous connaître, c'est vous poser deux questions et favoriser l'interactivité avec vous. Donc, la première question auquel nous vous demandons de répondre, je vais la lancer, c'est « Que faites-vous dans la filière vitivinicole ?» Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités de réponse.
Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Et nous allons afficher les résultats. Donc voilà, je ferme le sondage de la première question. Merci pour vos réponses. Donc voilà vos réponses en direct. Donc vous êtes à 11% des vignerons. Vous êtes dans la grande majorité plutôt des responsables techniques ou responsables qualité, à près de 50%, 17% de consultants ou experts développement durable, et après fonction support, direction administrative, financière, ressources humaines, et près de 20% des responsables commerciaux ou marketing. Très bien. Merci pour votre participation. Alors, une deuxième petite question. Alors, je lance une deuxième question qui concerne votre engagement dans une démarche RSE au sein de votre structure. Donc voilà, quelques secondes pour y répondre, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous avez déjà engagé une démarche RSE au sein de votre structure? Oui, non, vous y pensez. Donc, ça semble assez partagé. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Donc, merci pour vos réponses. Je partage le résultat. Donc, à 25%, vous nous signalez oui. Et ensuite, donc équitablement, soit non, soit vous y pensez. Très bien. Bon, bah, écoutez, alors vous êtes sur le bon webinaire. On va vous aider à y penser et à être le plus efficace possible. Voilà, donc pour commencer en matière de contenu, je pense qu'il est important de rappeler d'abord les démarches RSE qui existent dans la filière vitivinicole. Alors, j'ai été à l'essentiel dans cette présentation. Tout simplement, alors il y en a de nombreuses, mais il y en a deux, on va dire, essentielles et qui représentent la quasi intégralité en fait des démarches RSE qui sont évaluées par des tiers. Donc c'est important déjà de signaler qu'on considère une démarche RSE évaluée par un tiers comme une démarche plus engageante et puis plus crédible vis-à-vis des parties prenantes, puisqu'un tiers est venu évaluer la démarche. Donc les deux principales démarches existantes. Donc bon, pour vous expliquer aussi pourquoi on ne fait pas apparaître toutes les démarches type HVE, type TerraVitis, type agriculture biologique, qui sont des démarches qu'on ne qualifie pas de démarches RSE, tout simplement parce qu'elles ne concernent pas les trois piliers du développement durable. Alors, je les rappelle peut-être, donc les trois piliers du développement durable, la dimension, c'est traiter à la fois de la dimension économique, de la dimension sociale et de la dimension environnementale. Et on fait de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire l'application du développement durable dans les entreprises, quand on se préoccupe de ces trois piliers et qu'on cherche le meilleur équilibre entre ces trois piliers du développement durable. Donc en effet, les démarches, on va dire environnementales et les démarches qu'on trouve plutôt au vignoble sont des démarches plutôt d'amont par rapport à l'état de transformation du produit au sein de notre filière, et ce sont des démarches donc viticoles et plutôt environnementales. Voilà. Donc là, j'ai simplement mentionné les démarches qui se préoccupent très clairement des trois piliers du développement durable. Donc, la première est une démarche qui est évaluée par l'AFNOR et qui s'appelle Engagé RSE.
elle concerne plutôt les étapes de transformation et de distribution de la filière. Et donc, l'organisme évaluateur est l'AFNOR, avec 4 niveaux en fait de reconnaissance. Et la deuxième démarche dont Arnaud est le représentant et dont il va nous parler est la démarche vigneron engagé, qui a la particularité vraiment de traiter de la RSE, de la vigne jusqu'au verre, puisqu'elle intègre vraiment la démarche viticole, toutes les démarches de transformation et toutes les actions de distribution. Donc Arnaud nous en parlera. Si vous voulez revenir sur une vision plus complète de toutes les démarches environnementales, RSE, sécurité alimentaire et qualité produit, je vous renvoie simplement à un précédent webinaire que j'avais déjà réalisé en 2020. Donc, je vous ai mis le lien sur la chaîne YouTube de l'ICV, et c'est un webinaire qui s'appelait « Se repérer dans la jungle des labels ». Donc, vous aurez une vision, on va dire, quasi exhaustive de tous les labels existants dans la filière vitivinicole. Donc, aujourd'hui, on se concentre sur les démarches RSE. Les questions à se poser quand on veut s'engager dans une démarche RSE. Je vous ai listé les questions, on va dire, essentielles. C'est des questions qui sont liées au marché. Est-ce que vous avez un besoin particulier par rapport à un marché, par rapport à un client? Est-ce que vous avez aussi des besoins en matière de réglementation? Puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réglementations en la matière et qui vont continuer à se renforcer, ou des questions qui concernent votre structure, le besoin de vous démarquer par rapport à vos concurrents, ou pour mieux associer et mieux pérenniser en fait la relation et le fonctionnement dans votre entreprise. Donc, elles sont résumées autour d'un triptyque de motivation qui nous permettent de bien identifier en fait les principales raisons de s'engager dans une démarche RSE. Donc, le triptyque est autour, et ça, à mon sens, c'est une des raisons les plus puissantes pour lesquelles on s'engage dans une démarche RSE, c'est quand la gouvernance et les valeurs de gouvernance correspondent à cet engagement et à ces valeurs de RSE. Donc, quand la gouvernance porte la démarche, c'est un point clé et essentiel. Ensuite, 2 motivations essentielles aussi pour lesquelles on voit des entreprises s'engager. C'est des motivations liées à la réputation de l'entreprise, à son image, à sa volonté de communiquer, de faire savoir justement les engagements RSE qu'elle peut avoir. Et puis, une troisième raison de l'engagement, mais qui est liée aussi à la seconde, c'est toute la dimension commerciale, toute la dimension de communication, de différenciation et de moyens de faire valoir et de montrer qu'on est plus engagé, qu'on est plus volontaire et qu'on cherche à se différencier justement de sa concurrence. Voilà. Donc, vous avez ici les principales raisons de l'engagement dans les démarches RSE aujourd'hui au sein de la filière vitivinicole. Alors, il me paraît aussi essentiel de bien vous rappeler l'historique de la responsabilité sociétale, puisqu'on parle de RSE en fait depuis 2010. Puisque la définition en fait de la RSE a été fixée par la norme ISO 26000. Alors, il est important de rappeler et de revenir sur cette norme, puisque c'est une norme internationale qui a une dizaine d'années maintenant, qui a défini les principes de la RSE et qui aujourd'hui fait vraiment office de document de référence et de document de base sur
toutes les démarches RSE qu'on peut trouver dans la filière vin et d'ailleurs toute filière d'activité confondue. Donc je vous en ai amené un exemple de cette norme. Vous pouvez vous la procurer sur la boutique de l'AFNOR sans problème. Mais l'avantage de la filière vin, c'est qu'on a été plus loin puisqu'on a adapté en fait cette norme aux spécificités de notre filière. Donc il y a un accord qui a été développé par de nombreux acteurs en 2015. Et donc c'est un accord qui s'appelle de son petit nom l'AC X30 032 et qui est vraiment un guide d'utilisation de la norme ISO 26000 pour la filière vin. Donc, je voulais aussi apporter ce guide d'utilisation. Donc, c'est un élément justement pour toute la filière vin et qui permet justement d'adapter l'ISO 26000 à la filière. Et puis, si on veut être encore plus complet et encore plus précis, Arnaud nous en parlera tout à l'heure dans son témoignage, mais il existe un référentiel engagé RSE, vigneron engagé, donc qui en plus couple les deux labels dont je vous ai parlé en préambule, donc qui regroupe et qui vous permet une double labellisation, engagé RSE et vigneron engagé, et qui date, lui, de 2020. Arnaud, peut-être d'ailleurs, tu peux nous en dire un mot à propos de ce label, quelle a été sa genèse, ce guide de lecture à double entrée, engagé RSE et vigneron engagé? Oui, l'idée, c'était de pouvoir permettre aux entreprises de la filière viticole de pouvoir s'appuyer sur l'ISO 26000 pour leur démarche RSE, puisque c'est là encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la norme de référence en France, mais aussi à l'international. Il faut savoir que quand un importateur, par exemple, canadien, parle de RSE, il parle d'ISO 26000. Quand Métro parle de RSE, il parle d'ISO 26000. Donc l'idée, c'était de pouvoir permettre aux entreprises d'avoir cette double labellisation, puisque à l'origine, Vigneron Engagé, lorsqu'il a été créé en 2010, n'était pas basé sur cette ISO 26000. Et donc, c'est un chantier qui s'est déroulé au niveau de l'association et de ses partenaires et qui a donné lieu en 2018 à la refonte du cahier des charges du référentiel Vigneron Engagé et de permettre cette correspondance avec le label engagé RSE. Ce qui fait que de manière très concrète, aujourd'hui, une entreprise qui est évaluée par AFNOR sur Vigneron Engagé, elle est automatiquement engagée RSE. Parfait, merci. Et donc, ça date de 2018. 2018. OK. Donc, le dernier guide de lecture est déjà la deuxième ou la troisième version? Alors là, on est en train de finaliser une troisième version, sachant qu'il y a des ajustements réguliers en fonction des retours en fait, des entreprises suite à leurs évaluations et des retours aussi d'AFNOR et des évaluateurs, puisque la RSE s'inscrit dans un contexte mouvant, on va dire, la filière elle bouge beaucoup, les enjeux ils bougent aussi, et donc il faut qu'on ajuste notre référentiel en permanence. Ok, donc tu nous en parleras plus tout à l'heure. Bon, pour aller très rapidement sur l'ISO 26000 et vous en redonner les principes, l'ISO 26000 se caractérise comme une norme hors norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ça veut dire que en fait, l'ISO 26000 n'est pas une norme qui est certifiable. C'est une norme qui est évaluable. Alors la nuance pour beaucoup est faible, mais il est important en fait de prendre en considération le lieu où sont évaluées les entreprises et on ne pratique pas la RSE de la même façon en France, en Chine ou aux États-Unis. Et puis surtout, ce n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que quand on fait de la RSE, on n'est pas bon ou pas bon, c'est pas manichéen. Donc c'est une norme qui permet en fait de mesurer où vous en êtes dans vos engagements RSE. Juste pour très rapidement vous expliquer comment a été construite cette norme en 2010. Donc elle a été construite par l'ISO, qui est l'organisation mondiale, l'ONU des normes pour faire simple, et elle a été construite par près de 100 pays, 42 organisations, plus de 450 experts, et elle a été approuvée donc en novembre 2010 par 93 pays. Donc c'est vraiment la norme de référence en matière de développement durable.
Alors, sans rentrer dans le détail sur l'ISO 26000, mais c'est une structure très hybride en matière de construction, tout simplement pour vous expliquer qu'en fait, elle a regroupé une approche, on va dire, très anglo-saxonne dans ses principes de base qui sont basés sur la redevabilité, la transparence, le comportement éthique. Donc, une approche voilà, très contractualiste et très américaine sur ces aspects-là. Et puis, mais elle a aussi intégré toute la vision, on va dire, plus européenne avec le pouvoir de l'État, l'approche institutionnaliste sur tout ce qui est réglementation internationale en matière de respect des principes de l'égalité, prise en compte des normes internationales, respect des droits de l'homme. Voilà, pour vous expliquer en fait que c'est un regroupement à la fois d'une approche anglo-saxonne et européenne de la RSE. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail sur l'ISO 26000. Il y a très bonnes formations qui sont dispensées par l'AFNOR et d'autres organismes sur le sujet. Et puis, on a, comme je vous disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir une adaptation à la filière vin qui est beaucoup plus lisible pour notre secteur d'activité. Alors, j'en viens à la troisième partie de ma présentation et je voulais vous donner quelques points clés sur comment être efficace quand on veut mettre en place une démarche RSE dans sa structure. Alors, j'ai essayé d'être simple et de vous sortir des idées clés essentielles. C'est aussi le résultat d'un travail que j'avais mené auprès des acteurs de la filière vin il y a quelques années, et je vous ai mis quelques verbatim aussi que vous voyez dans les bulles qui ont été donnés par les acteurs quand j'avais fait cette enquête sur la RSE dans la filière vin. Alors, premier point clé essentiel pour intégrer une démarche RSE efficace, il faut qu'elle s'intègre pleinement à la stratégie de votre entreprise. Ça c'est vraiment un point essentiel. Ça donne du sens, ça donne des valeurs à ce que vous menez, parce que bien souvent dans les entreprises, vous faites de la RSE sans le savoir ou sans le dire. Mais c'est vraiment un point essentiel. Et puis, c'est aussi important, quand on se pose la question d'une démarche RSE, de rechercher vraiment cet équilibre, je le disais en préambule, entre les trois dimensions du développement durable. C'est à la fois faire du social, faire de l'économique et faire de l'environnemental. C'est surtout pas opposer les autres, mais c'est comment être dans une démarche la plus équilibrée possible, et ça doit évidemment se traduire dans votre stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est un des premiers points clés. Ensuite, le deuxième point clé qui m'apparaît essentiel pour vraiment avoir une démarche RSE efficace qui implique et qui engage dans l'entreprise, c'est d'impliquer les collaborateurs. Et là, bien souvent d'ailleurs, on est surpris par la puissance et par l'engagement des collaborateurs en la matière. Je vous ai noté des verbatim d'acteurs qui disaient que les équipes, après avoir engagé une démarche RSE, ils constataient que les équipes avaient une meilleure efficacité au travail, ou que ça a développé le sentiment d'attachement et d'appartenance à l'entreprise. Et c'est particulièrement vrai et particulièrement important pour les nouvelles générations aussi, qui sont très attachées aux valeurs. Alors on parle de génération milléniale, génération Z maintenant qui rentre sur le marché du travail. Et je constate très souvent que ce sont de nouveaux collaborateurs très attachés au fait que l'entreprise revendique et affiche ses valeurs en matière de RSE. C'est très puissant en matière d'efficacité. Et puis ensuite, deux autres points clés pour l'efficacité en matière de RSE, c'est quand vous vous mettez à mesurer, quand vous vous mettez à évaluer votre démarche RSE, vous le faites
suivant un principe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des évaluations, mais ce principe est essentiel dans les démarches RSE. C'est le principe d'amélioration continue, ou la route Deming, ou le PDCA pour les qualiticiens que vous connaissez bien quand vous faites de la qualité en entreprise. Mais vraiment, vous vous mettez à chercher à être dans le principe « je planifie, je déploie ce que j'ai planifié, je contrôle ce que j'ai déployé et ensuite je cherche à l'améliorer ». Et vraiment, on se met à avoir un cycle d'amélioration continue, un cycle de progression dans l'entreprise sur tous les sujets. Puisque quand vous parlez de RSE, vous parlez de tous les sujets dans l'entreprise et même à l'extérieur de l'entreprise. Et pour terminer sur les principales recommandations en matière d'efficacité et points clés d'efficacité sur les démarches RSE, c'est la communication. Donc, vous voyez, par rapport aux 3 piliers du développement durable, je vous ai schématisé ça avec une sphère de communication fiable autour de tout ça, mais qui permet à la fois en interne et en externe de communiquer sur sa démarche, de la faire savoir. Et puis, au-delà de la faire savoir, c'est une façon d'associer et d'intégrer les parties prenantes. Alors ça, c'est une notion qu'on ne va pas trop développer aujourd'hui, mais qui est vraiment essentielle aussi en matière de RSE. Les parties prenantes, en fait, c'est de se dire, on est une entreprise, mais on n'est pas seul. Et nos parties prenantes, c'est tous les acteurs qui impactent ou sont impactés par les activités de l'entreprise. Donc, vous voyez que c'est très large, mais c'est comment on les associe et comment on communique, comment on fonctionne avec tous ces acteurs. Donc, c'est vraiment l'entreprise dans son environnement, pas au sens écologique du terme, mais dans son environnement socio-économique. Voilà. Donc, voilà les 4 points qui me paraissaient essentiels de vous rappeler en matière d'engagement dans une démarche RSE efficace. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Arnaud pour nous faire part justement de son témoignage comme label de référence dans la filière vin en matière de RSE. C'est ça. Merci Sébastien. Et puis merci à l'ICV de me donner l'occasion de présenter notre collectif Vignerons Engagés. Donc moi je suis Arnaud Bréchet, donc je suis responsable du développement pour le label Vignerons Engagés. Ça veut dire que je suis chargé d'essayer de faire connaître cette démarche, ce collectif auprès de la filière et de ses acteurs, et puis plus généralement avec l'équipe Vignerons Engagés qui est constituée de 2 salariés, on essaye de faire connaître ce message RSE et de le diffuser au sein de la filière et au-delà. Je peux prendre la feuille à la nuit si tu veux. Merci. Vignerons Engagés, qu'est-ce que c'est? C'est une association, un cahier des charges et un label. Donc ça a plusieurs vocations, Vignerons Engagés. Déjà, c'est un label. C'est un label qui est décerné après une étape d'audit, d'évaluation par AFNOR, certification, sur la base de l'ISO 26000. Donc ça, c'est ce qui fait un premier élément de l'identité de Vignerons Engagés. C'est ces 2 points clés qui font la crédibilité des labels et des démarches, pas que la nôtre, mais toutes les démarches qu'on retrouve dans la filière Viti. C'est cette partie audit par un tiers et cet appui sur l'ISO 26000. Vignerons Engagés, c'est aussi une association, donc un collectif d'entreprises qui est ouvert et qui fédère en fait un ensemble d'acteurs pour faire progresser la RSE, faire progresser le message RSE et la performance RSE des entreprises. Le cœur de Vignerons Engagés, c'est les producteurs, des caves coopératives, des domaines, mais on n'est pas isolé, on fait partie d'un écosystème avec des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires, des consultants, des institutions. Et il faut que tout ça se mette en mouvement en même temps pour que la RSE puisse vivre et puisse se développer, se déployer. Et enfin, le 3e élément, et non des moindres, nous sommes une démarche qui sert aussi à communiquer autour de son engagement RSE, à valoriser ses actions. Faire des RSE, c'est très bien.
faire de la RSE et le communiquer, c'est encore mieux puisque ça permet derrière de pouvoir améliorer une image de marque, de pouvoir vendre plus, etc. Donc, on est tout ça à la fois, vignerons engagés. Vas-y, il faut que tu appuies plusieurs fois. Hop. Ouais. Donc, Vignerons engagés, c'est un collectif d'entreprises qui a une vocation nationale. Nous sommes aujourd'hui 6000 vignerons engagés. On représente 32 000 hectares partout en France et se répartis en 50 entreprises adhérentes. Donc, historiquement, l'association, le collectif, a été initié dès 2007 sur la base, avec l'appui de l'ICV et autour d'un noyau d'entreprises constitué d'une dizaine d'entreprises du sud de la France qui ont commencé à partager, à mettre en œuvre la RSE dans leur structure. Et puis, au fur et à mesure, l'évolution de la société, l'évolution des attentes consommateurs, l'évolution des attentes des collaborateurs des entreprises, des producteurs, tout ça fait que le collectif s'est développé nationalement pour aujourd'hui atteindre une cinquantaine d'entreprises adhérentes avec une dynamique de développement qui est très intéressante et qui est due à plein de facteurs internes comme externes, de structuration d'associations, mais surtout des évolutions d'attentes sociétales. Pour vous donner quelques exemples d'actualité, des labellisés qui sont des nouveaux labellisés ou qui vont l'être en 2021, je vous en présente 4 pour que vous puissiez aussi constater la diversité des opérateurs qui sont inscrits dans la démarche vignerons engagés. On a par exemple les châteaux Sainte-Roseline et le château des Demoiselles, qui sont des châteaux en Provence, qui ont été labellisés le mois dernier. Plus récemment, la coopérative champenoise Chassenet d'Ars, qui représente 312 hectares pour une grosse centaine de vignerons, qui est labellisée, nouveau labellisé. Ou encore la coopérative beaujolaise Agami, qui est une coopérative qui représente environ 300 vignerons et qui est sur la voie de la labellisation, donc qui va être évaluée par AFNOR sur le cahier des charges vignerons engagés dans quelques mois. Voilà. Donc ces exemples-là, ils servent à vous montrer la diversité du collectif qui est constitué de coopératives et de cases particulières et domaines et châteaux, et d'opérateurs plutôt petits à des opérateurs plus importants en termes de volume, ou de producteurs ou de salariés. La RSE est un cadre de réflexion, est un cadre stratégique qui peut coller à tous ces types d'opérateurs. Arnaud, peut-être oui. tu peux nous dire combien ça représente de surface ou de volume un peu dans la filière aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vignerons engagés, c'est 32 000 hectares. Donc ça fait en termes de surface, grosso modo, un peu moins de 5% du vignoble français. Voilà, pour à peu près pareil en termes de volume représenté. Donc et on est sur une dynamique croissante. Voilà. Donc on est sur la voie d'un développement régulier et plutôt important du collectif dans toutes les régions. Et vous êtes présent maintenant pratiquement dans toutes les régions d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. On a eu des nouvelles adhésions récentes, par exemple du côté de l'Alsace, un nouveau labellisé en Champagne, et après des discussions, des démarches qui avancent avec différents opérateurs, dans toutes les régions, mais particulièrement dans la Loire, dans le Bordelais, ou encore en Corse ou en Champagne. Et l'idée, en fait, ce sont des démarches qui sont des démarches stratégiques qui mettent un certain temps à se mettre en place. Et donc, du coup, on a des discussions régulières avec certaines entreprises qui ne sont pas encore partie du collectif, qui ne font pas encore partie du collectif vignerons engagés, mais dont on pense qu'elles vont bientôt être sur cette voie-là. Sachant que c'est des décisions qui sont importantes, puisque quand on parle de RSE, on parle de long terme. C'est assez rare de nos jours de parler de démarches de long terme, mais la RSE, c'est ça. On ne s'engage pas sur la RSE pour une campagne, pour un an. Non, la RSE, c'est définir une vision pour les générations futures, pour la vie de l'entreprise, de la COP ou du château dans 50 ans. Donc, c'est des visions qui sont long terme, et donc ça nécessite, avant de s'y engager, d'être bien sûr. Eh oui, 50 ans, oui. Voire même plus.
On parle vraiment de durabilité. Et donc, Vigneron engagé, c'est structuré autour de producteurs, donc domaines et caves coopératives, qui sont les seuls membres de l'association qui sont évalués. Mais pour faire de la RSE, on a besoin d'être entouré. Je vous donne un exemple très simple. Dans la RSE, on va parler de la notion d'éco-conception. Réduire l'empreinte carbone de nos packaging, de nos bouteilles, de nos bibles. Eh bien, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire sans les fournisseurs de verre, d'étiquettes, les imprimeurs, les fournisseurs de carton. Ça ne peut pas se faire sans eux. Donc, c'est pour ça qu'on les a intégrés dans notre association. Donc, ils ne sont pas labellisés. Ce sont des parties prenantes avec lesquelles on va travailler pour mettre en œuvre la RSE. De la même manière avec l'aval, avec les négociants, avec les distributeurs, qui pour certains peuvent être amenés à utiliser le label vigneron engagé. On leur cède l'autorisation du label vigneron engagé à condition qu'ils s'engagent en matière de RSE, qu'ils travaillent avec nos producteurs. Donc voilà, l'idée c'est que vigneron engagé devienne un réseau RSE pour la filière. Ce qui fait notre crédibilité, donc là j'insiste, c'est vraiment ces deux points-là. C'est le cahier des charges basé sur l'ISO 26000 et la démarche qui est évaluée tous les 18 mois par AFNOR Certification. Un cycle d'évaluation dure 3 ans. On a une première évaluation. 18 mois plus tard, AFNOR revient pour faire une évaluation, on va dire, de suivi, pour voir si les points faibles qui avaient été identifiés ont été traités. Et puis derrière, 18 mois plus tard, on repart sur une nouvelle évaluation. Je vais aller assez rapidement sur ces points-là, puisque Sébastien les a déjà abordés. L'idée, c'est que la RSE ne s'arrête pas une fois que le raisin est produit. On peut avoir une démarche vertueuse, que ce soit environnementale ou même sociale ou paysagère au vignoble. Si au chai, on n'a aucun suivi des consommations d'énergie ou ce genre de choses, on perd un petit peu de cohérence. L'idée, c'est d'aller vraiment de l'amont jusqu'à la commercialisation des produits. Et de considérer à chaque instant, dans chaque étape de la vie de l'entreprise, les 3 piliers. Le pilier environnemental est très à la mode et très comment dire, est vraiment dans l'air du temps. Il y a beaucoup d'attentes sur ce pilier-là, pardon, mais il y a également des attentes sur les piliers sociaux et socio-économiques. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter de pair ces 3 piliers. Donc du coup, pour résumer Vigneron engagé, si on doit résumer en 5 points clés, c'est le seul label RSE spécifique à la filière vin. C'est un engagement qui va de la vigne jusqu'au verre, qui se base sur un cahier des charges qui est reconnu et qui est basé sur l'ISO 26000, qui est évalué par AFNOR tous les 18 mois. Et au-delà d'un label ou d'un cahier des charges, c'est un collectif d'envergure et qui tend à se développer. Ça, c'est pour la partie vraiment identité de qui nous sommes, comment on est évalué et comment on travaille. Et est-ce que tu vas aborder aussi l'intérêt justement de se fédérer au sein d'un collectif au-delà du label? Oui, là maintenant, je vais aborder avec vous 2 points. Est-ce qu'on peut avoir des retombées au niveau de nos marchés? Tu l'as évoqué sur cette partie, cette capacité à se différencier pour faire valoir en fait nos valeurs et nos engagements. Donc j'ai une petite diapo sur des éléments de notoriété et d'aide sur la partie commercialisation. Et après, c'est quels sont les intérêts de se structurer en réseau. Ça, je présenterai quelques exemples d'actions qui sont menées au sein du réseau Vigneron engagé ou de thématiques qui sont travaillées. Puisqu'en fait, on travaille mieux quand on est à plusieurs à réfléchir. C'est assez mécanique. Je vais commencer par quelques éléments du coup sur la perception du consommateur sur Vigneron engagé. Là, je vous présente une étude qui a été établie par Wine Intelligence en février dernier sur les labels de la filière vin, dans lesquels il y a une vingtaine de labels de la filière vin qui étaient présentés aux consommateurs français. Et le consommateur devait dire, est-ce que ce label incite à l'achat? Est-ce que je le connais? Qu'est-ce qu'il signifie pour moi, etc. Donc déjà, de manière générale, le constat, c'est le suivant. 79% des consommateurs disent, oui, le fait qu'il y ait un label sur une bouteille, ça peut m'inciter à acheter le vin. Alors bien sûr, en termes d'incitation à l'achat, l'agriculture biologique est au plus haut, avec plus d'une personne sur 2 qui dit, voilà, quand c'est un vin bio, ça va m'inciter, ça va me déclencher l'acte d'achat.
Mais on voit que Vigneron Engagé arrive à un niveau assez intéressant sur cette notion-là, puisqu'il y a 27% des gens qui se déclarent incités à l'achat par le label Vigneron Engagé. Donc ça veut dire une personne sur 4, un consommateur sur 4. Par comparaison, HVE, que vous voyez sur le graphique là, c'est environ 10%. Donc on est assez fiers de ce résultat et on va essayer de continuer à travailler pour développer en fait cette incitation à l'achat. Et l'autre point qui est important, donc là je ne vous l'ai pas mis sur la diapo, mais qui est sur les garanties, sur les éléments qui sont ressentis par le consommateur quand il voit un vigneron engagé sur une bouteille, eh bien, il y a 2 éléments qui ressortent. C'est la garantie environnementale. Donc bon, c'est très bien, on est content, mais nous, on essaie d'aller au-delà. Et donc, c'est le deuxième point aussi, c'est la garantie éthique. Donc, on voit que le consommateur va percevoir une notion de pas seulement environnementale, mais aussi sociale ou socio-économique. Et on est très content de ça, parce que du coup, ça veut dire que le label reflète les valeurs de la RSE. Donc, on est très fiers de ça. Et derrière, ça se traduit aussi dans les actes d'achat. Et là, donc, je vous présente quelques chiffres, même si ça à prendre avec des pincettes, parce que c'est que des tendances. Voilà, il faut le prendre sous la forme de tendances. Mais on a constaté dans notre collectif, notamment récemment, puisqu'on a revu notre identité graphique, notre charte graphique en 2020, et on a pu voir en fait des progressions de vente en grande distribution, par exemple. Ça, c'est des chiffres un peu plus anciens, mais entre le moment où on a commencé à commercialiser cette référence et le moment où on y a ajouté le logo Vigneron Engagé en facing, donc sur le devant de la bouteille, on a des progressions de vente de l'ordre de plus 13% à plus 20%. Là, on a 2 exemples à vous présenter, un rosé d'Anjou, un Bourgogne. Donc, des progressions quand même assez significatives, même s'il ne faut pas retenir le chiffre, mais plutôt la tendance. Arnaud, j'ai une question là qui est parfaitement dans le sujet et je me permets d'interrompre justement, c'est sur la reconnaissance du logo et du label Vigneron Engagé à l'étranger. Alors, à l'étranger, on a, pour l'utilisation internationale, on a développé un logo, une traduction, une version internationale du logo Vigneron Engagé qui s'appelle Sustainable Wine Growing, excusez-moi pour le mauvais anglais, mais qui est destiné en fait à l'export, dans lequel on va pouvoir mettre en avant le vigneron engagé dans des termes qui soient compréhensibles à l'international. On n'a pas, nous, de plan de communication ou de communication, on va dire, grand consommateur pour l'international, parce qu'on va déjà essayer de se concentrer sur le marché national pour faire émerger nos messages RSE. Pour autant, à l'international, il y a 2 points qui sont très intéressants à relever. Le premier, c'est que l'ISO 26000 est connu. Si vous avez un client, si vous avez un importateur, une grande distribution, un caviste, un liquor store qui est intéressé par la démarche RSE, il connaîtra l'ISO 26000. Donc, vous parlerez le même langage, si vous voulez. Donc, c'est le premier point. Et d'ailleurs, par exemple, dans les monopoles scandinaves ou au Québec, cette vigneron engagé rentre dans les clous, en fait, est validé ça valide la ligne RSE, si vous voulez. Et puis le deuxième point, c'est du coup ce label en version internationale, qui on n'a pas d'études quanti qui nous permettent de l'évaluer, mais qui bénéficie de bons retours, de bons échos. Les entreprises de notre collectif nous font part de bons retours consommateurs sur ce logo en version internationale, notamment par exemple aux États-Unis. Là, on a eu un retour assez intéressant, mais voilà, c'est des choses qui demandent encore à être étoffées dans tous les cas. Et le logo seul, c'est bien, mais c'est aussi une clé d'entrée sur faire valoir un certain nombre de valeurs de nos entreprises. Donc, voilà, ça ne fonctionne pas tout seul, le logo. L'idée, c'est de pouvoir aussi l'argumenter derrière. Aussi sur la partie caviste et CHR, voilà, on a développé des partenariats ou de la sensibilisation. Là, je vous ai présenté le logo de la Vignerie, qui est une chaîne de cavistes avec lesquels on a beaucoup échangé ces derniers temps, tout simplement parce que pour communiquer autour de la RSE, c'est déjà bien de savoir ce que c'est. Donc, on a tout simplement formé, ou plutôt sensibilisé, on va dire, les équipes de vente de la Vignerie, comme on l'a fait d'ailleurs avec d'autres enseignes, pour qu'ils soient capables de
parler aux consommateurs, aux clients de ce que c'est que d'être vigneron engagé, de ce que c'est que de faire de la RSE, des différences qui existent entre HVE et vigneron engagé, par exemple, et de pouvoir répondre, en fait, d'être armé pour répondre aux questionnements qui sont très nombreux de la part des consommateurs. Donc voilà, c'est ces différentes actions qu'on mène, faire connaître le label, faire connaître nos actions et aussi sensibiliser l'aval de la filière pour qu'il soit capable, pour que chacun soit capable d'expliquer en fait ce à quoi correspond la RSE pour la filière vin et de le traduire en actes concrets. Ça, c'est pour la partie aide à la commercialisation, qui est un plan, qui est un point, un des objectifs du collectif vigneron engagé. Et après, bien sûr, il y a un autre point, c'est d'aider les entreprises à mettre en œuvre la RSE par des projets, par des actions collectives, par du partage d'expériences. C'est d'ailleurs juste pour bien comprendre sur la partie communication, puisque ça revient à ce que je disais, communication interne et externe. Donc, ce label est à apposer sur l'ensemble des produits une fois que l'entreprise est évaluée, c'est oui. ça? En fait, l'entreprise, la RSE est une démarche d'entreprise qui vient valider la cohérence d'une stratégie d'ensemble de l'entreprise. Quand une entreprise est labellisée vigneron engagé, tous ses produits le sont automatiquement. Puisqu'en fait, le vigneron engagé, c'est le témoignage de l'engagement de l'entreprise en matière de RSE. Donc, il peut être apposé en fait sur des bouteilles, sur des bibes, sur tous les produits de l'entreprise labellisée. Après, c'est en fonction de son besoin, enfin de son envie aussi. Hein. Il peut être apposé devant. Nous, on préconise de l'utiliser, de le mettre devant pour qu'il soit visible du plus grand nombre. Pour certaines entreprises, il est utilisé en contre-étiquette, en médaille ou sur la capsule. Voilà, les modalités sont multiples. L'idée, c'est d'être ouvert. Nous, on met pas de frein. Vous avez une charte d'utilisation. On a une charte en français ou en anglais, c'est ça, une charte d'utilisation qui, voilà, on ne peut pas déformer le label, on ne peut pas utiliser n'importe quelle couleur, bien entendu, mais c'est une charte qui est quand même relativement souple parce qu'on sait que le marketing du vin est quand même très spécifique. On a des codes couleurs, on a des chartes graphiques, on a des marques parfois qu'il faut porter haut, on a des contraintes de par les syndicats, de par la réglementation. Donc voilà, nous, on ne veut pas rajouter une contrainte supplémentaire, donc on laisse beaucoup de liberté aux entreprises pour l'utilisation du logo vigneron engagé. Et après, j'ai envie de dire que c'est aussi notre rôle en tant qu'association de faire en sorte que les entreprises aient envie de l'utiliser de plus en plus. Ça fait partie de nos rôles, de le faire connaître et de faire en sorte que ce soit vraiment un argument, une image, un gage de qualité, d'engagement et d'éthique pour les vins qui portent ce label. Ça, c'est pour la partie communication. Et après, on a tout un volet de notre activité qui est du collectif vigneron engagé, qui est justement de faire vivre un collectif pour permettre à chacune des entreprises de ce collectif d'améliorer sa démarche RSE. Comme tu l'as dit, la RSE, c'est pas binaire, c'est pas oui, non. C'est pas on est super fort ou on est zéro. C'est une progression permanente et ça, pour ça, le fait d'intégrer un collectif, c'est très intéressant. Ça permet de se comparer, ça permet de s'inspirer, ça permet aussi d'expliquer, de valoriser ce qu'on fait à d'autres entreprises. Et donc pour ça, nous, on a on travaille sur plein de sujets, je vais y venir après, mais on a aussi des éléments qui nous permettent de mettre en valeur un certain nombre de projets. Par exemple, on a travaillé avec notre partenaire Veralia sur la création d'un fonds pour une filière vin durable et résiliente. Et l'idée, ça a été de reverser sur 3 ans 60 000 euros à des projets portés par des vignerons engagés sur vraiment des thématiques RSE. Par exemple, a été soutenu le fait de passer à la confusion sexuelle pour une coopérative vigneron engagée, pas seulement de passer à la confusion sexuelle, mais que cette confusion sexuelle soit dans des réceptacles qui ne soient pas en plastique et qui soient biodégradables. L'idée, c'est de faire un pas de plus, d'aider les entreprises à faire un pas de plus. On a accompagné aussi une coopérative de notre collectif sur une partie coaching socio-économique des exploitations. Faire du vigneron un chef d'entreprise capable de prendre ses décisions stratégiques. Ça aussi, ça fait partie de la RSE, puisque derrière, c'est l'avenir des vignobles qui se joue.
Donc, là, c'est des pratiques au vignoble que tu nous cites. Et ces pratiques, vous cherchez à les partager, à les généraliser? Comment vous opérez? L'idée, c'est qu'il y a il y a une vie associative qui existe, avec des commissions techniques, avec des réunions, du partage d'expérience, ce qu'on appelle le benchmark aussi, et qui est important puisque c'est ce qui nous permet aussi de nous mesurer aux autres et de progresser. Donc tout ça est permis par le fonctionnement en association avec justement ces réunions-là. On a aussi un événement qui, hors Covid, est un événement physique qui dure 2 jours, qui s'appelle les rencontres vignerons engagés, qui est l'événement RSE de la filière Viti, où on va aborder un certain nombre de problématiques, d'enjeux au vignoble, au chai, sur les packaging, en termes de communication, de RH, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir permettre à tout moment l'échange entre les vignerons, entre tous les partenaires, et de pouvoir faire émerger des solutions durables. Donc là, cette année, forcément, avec le Covid, on a décliné ça, et donc c'est ma collègue Iris qui gère cette partie digitale, on va dire, des rencontres vignerons engagés, avec un certain nombre d'ateliers de partage sur des thèmes tels que la parité ou l'égalité homme-femme dans la filière, puisqu'on sait que c'est un gros chantier et qui fait aussi partie de la démarche RSE des entreprises, ou encore l'éco-conception, les pratiques agroécologiques au vignoble, les couverts végétaux, etc. Le champ d'application de la RSE est très large. On essaye d'aller creuser là où il y a de réelles attentes de la part de nos entreprises et de la filière. Et pour finir, je vais vous présenter juste, ça c'est juste pour illustration, pour vous montrer sur quoi on travaille en ce moment. En ce moment, on travaille beaucoup sur les thématiques d'éco-conception, sur les engagements au vignoble, sur la qualité de vie au travail, donc le bien-être des salariés, des collaborateurs, sur l'ancrage territorial, dont on sait que c'est un enjeu aussi très fort pour la filière viticole, et le discours commercial, la transformation de la RSE en discours commercial. C'est juste des petites illustrations pour que vous voyez quels sont les sujets qui sont traités par Vignerons engagés et par ses partenaires d'ailleurs, puisqu'on n'est pas seul dans ce cadre-là, on est accompagné, on travaille avec des partenaires, dont l'ICV, sur les différentes thématiques pour faire progresser les entreprises. Et pour finir, j'avais listé 5 conseils pour mettre en place la RSE. Donc certains, vous allez voir, sont très proches de ceux que vous a donné Sébastien il y a quelques minutes. Premièrement, selon nous, pour faire de la RSE, mieux vaut s'engager sur la base de l'ISO 26000. Je le rappelle, l'ISO 26000, c'est reconnu dans 165 pays dans le monde et c'est un socle commun qui est important à garder pour qu'on parle le même langage. Parfois, on peut avoir quelques abus de langage et dire qu'on fait de la RSE alors qu'on fait, par exemple, une démarche vertueuse au niveau environnemental. Non, faire de la RSE, c'est bien considérer à chaque instant les 3 piliers du développement durable. Intégrer des réseaux, des communautés, des groupes d'échange, ne pas y aller seul. La RSE, c'est quelque chose qui est ambitieux, c'est quelque chose qui mérite en fait de faire partie un peu d'une sphère, d'un collectif, ou en tout cas d'être accompagné. Bien souvent, l'accompagnement permet de rassurer, mais permet aussi de faire gagner un certain temps et de l'efficacité dans la mise en place de la démarche. Donc ça, concrètement, avec ce que tu nous as présenté, c'est un des rôles essentiels de l'association, cette notion de réseau. Oui, cette partie réseau, c'est une des fonctions de l'association. On peut bien sûr faire de la RSE sans adhérer à Vignerons engagés. Il y a d'autres réseaux qui existent. Nous, on propose en tout cas un réseau, et après, l'accompagnement aussi par notamment des consultants peut permettre aussi de mettre en place la démarche RSE de manière plus fluide. Suivant les thématiques stratégiques de l'entreprise. C'est ça. Okay. Ne pas voir la RSE uniquement comme un engagement technique, comme un engagement qualité. La RSE, c'est de la stratégie en fait d'entreprise. Ça concerne tout le monde et ça doit être ancré dans une stratégie globale. Donc, c'est pas l'affaire d'une personne dans l'entreprise à qui on va charger de faire la RSE. Tiens, toi, tu vas faire la RSE. Non, c'est une démarche d'entreprise générale et stratégique, qui après se décline bien sûr en actions concrètes, techniques, opérationnelles. Il y a un suivi, il y a un reporting à faire, par exemple. Mais la RSE, c'est avant tout de la stratégie. Initier, bien sûr, une démarche d'amélioration continue. C'est ce que j'expliquais avec la route d'amélioration continue, se fixer des objectifs, mettre en place des actions et recommencer
et recommencer et recommencer. Et enfin, nous, là, c'est le côté plutôt label qui parle. Faites-vous labelliser, parce que le label encadre et valorise les actions que vous mettez en œuvre, et il permet d'avoir cette retombée consommateur qui est aussi un moteur, voilà, qui est enthousiasmant, quoi, pour mettre en œuvre la RSE, c'est cette petite récompense à la clé. Et enfin, je ne l'ai pas mis, mais je dirais qu'aussi pour mettre en place la RSE, il faut une certaine part d'enthousiasme. On est sur des sujets qui sont l'avenir de nos entreprises, de nos écosystèmes, de nos paysages, etc. Donc, c'est quelque chose qui doit être porté par les salariés, par les collaborateurs, par les producteurs, mais qui doit être enthousiasmant, quoi. C'est des beaux projets à mener pour une entreprise. Ok, et justement, alors concrètement, est-ce que tu peux nous dire, puisque les autres points, en effet, regroupent, enfin, et recoupent les critères d'efficacité en matière de RSE que j'avais pu lister aussi, mais pour se faire labelliser, concrètement, comment on fait? Alors, l'entreprise aujourd'hui, pour être vigneron engagé, l'étape clé, c'est l'évaluation par AFNOR. Voilà. Ça, c'est le point essentiel. C'est-à-dire que l'évaluation par AFNOR donne lieu à un score. Et ce score, il y a un seuil au-delà duquel on est vigneron engagé. Si on est en dessous de ce score seuil, on n'est pas labellisé vigneron engagé. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé pour la labellisation. Derrière, on va demander à l'entreprise d'adhérer au collectif et on va demander à l'entreprise de réaliser ce qu'on appelle les diagnostics vignobles, qui est un outil qui a été développé il y a quelques années maintenant pour permettre de faire vivre la démarche RSE sur les exploitations, notamment dans le cadre des caves coopératives. L'idée, c'est bien qu'on aille de la vigne jusqu'au verre, donc ce diagnostic vignoble permet ça. Et derrière, on a aussi, nous, on a un process, on a une recommandation qu'on fait aux entreprises pour se faire labelliser. Il y a, voilà, le collectif existe depuis 13 ans maintenant, il y a un certain historique qui existe. On pense que pour se faire labelliser, par exemple, il vaut mieux commencer par former ses équipes. Pour le cas des coopératives, former ses producteurs. Derrière, savoir d'où l'on part. Faire un diagnostic pour savoir où est-ce qu'on en est en matière de RSE. Quels sont peut-être les points qu'on doit travailler prioritairement. Et donc, pour ça, on va proposer à chaque entreprise, en fait, un process qui va lui permettre d'arriver sereinement jusqu'à la labellisation vigneron engagé. Il y a plusieurs chemins qui existent, mais souvent les entreprises, elles passent par le même triptyque: formation, diagnostic d'entreprise et diagnostic vignoble. Et après, derrière, mettre en place leurs actions. Ça prend un certain temps pour les entreprises, peut-être on va dire les plus avancées, qui arrivent en ayant déjà un recul sur leur démarche RSE. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Pour d'autres, ça va peut-être mettre un peu plus longtemps. Tout ça dépend des ressources qu'on peut y mettre. Est-ce qu'on peut… c'est du boulot quand même. Quel échéancier on se met, quels objectifs stratégiques on se met, et est-ce que c'est plutôt un projet de fond ou est-ce que c'est un projet très fort parce qu'il y a une contrainte temporelle? Tout ça va moduler en fait la mise en place de la démarche. D'accord. Ok. Ben, j'ai des questions justement. On va passer aux questions et qui vont continuer à venir illustrer. Merci beaucoup. On continue à venir illustrer ta présentation. Merci beaucoup Arnaud pour la présentation et le témoignage. Donc en effet, on a plusieurs questions. Alors attendez, je vais me remettre en mode où on nous voit tous les deux. Voilà. Et on va passer, si vous voulez bien, à la partie questions. Donc on a plusieurs questions qui apparaissent. Donc laissez-moi le temps de déjà les découvrir et puis ça vous laisse le temps justement d'en poser. Donc en matière de questions, on avait une première question sur le coût de mise en place
de cette démarche? Alors, pour ce qui est de vignerons engagés, il y a deux postes de coûts principaux, on va dire. L'adhésion à l'association est une cotisation qui va être proportionnelle au chiffre d'affaires de l'entreprise, et l'évaluation par AFNOR. Les évaluateurs AFNOR viennent sur site, j'ai oublié de le préciser, mais c'est des évaluations qui se font sur site et on y est très attaché. Et donc, il faut rémunérer, bien sûr, l'évaluateur d'AFNOR. Derrière, il y a des coûts de mise en place qui peuvent être déclenchés ou non en fonction de la situation de l'entreprise. C'est vraiment au cas par cas. Voilà, vraiment la RSE, c'est assez spécifique, il n'y a pas de cadre unique, si ce n'est l'ISO 26000, mais il n'y a pas de process unique. Donc ça va vraiment dépendre de la situation de l'entreprise. On va avoir par exemple des entreprises qui vont entre guillemets, très bien se débrouiller tout seuls pour mettre en place la RSE, et d'autres qui vont solliciter un accompagnement. Donc déjà, ça va moduler l'enveloppe de mise en place de la démarche. C'est un coût, c'est plutôt un investissement, puisque derrière, on a des retombées court terme, par exemple, quand on va sur une démarche labellisante comme vigneron engagé, puisqu'on a le logo vigneron engagé in fine sur la bouteille, et aussi de manière plus long terme, on a des retombées de l'engagement RSE. Il y a Fort qui a travaillé il y a 2 ans sur le retour, alors ce n'était pas que pour la filière viticole, mais le retour de l'engagement RSE, qu'est-ce qu'il permet? Et en fait, c'était très intéressant de constater que les entreprises, plus elles sont matures en matière de RSE, plus elles perçoivent les retombées de la RSE sur leur chiffre d'affaires, sur leur coût de production et sur tous les coûts liés au bon fonctionnement de l'entreprise. Un exemple très, très bête et méchant, mais quand on met en place la RSE, il y a tout un volet RH qu'on met en place. Quand on met en place un volet RH qui permet la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, ça permet d'augmenter la productivité des salariés, ça permet de réduire les accidents du travail, l'absentéisme, le turnover et autres éléments qui conduisent à des pertes de productivité pour l'entreprise. Donc voilà, je dirais qu'il y a un aspect court terme, un retombée court terme quand on va chercher un label, et une retombée vraiment long terme quand on met en place des démarches qui permettent d'être plus performants en matière de fonctionnement d'entreprise. D'accord. J'affiche aussi donc tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter pour ceux qui le souhaitent. J'ai d'autres questions de ce type-là aussi. Alors, liées au coût, liées aussi à la taille critique. Je lis la question, là, que répondre aux vignerons qui voudraient se lancer mais manquent de temps? Et est-ce qu'une autre question aussi sur la taille critique, est-ce qu'il y a une taille critique? Parce que les entreprises que tu as présentées sont de différentes tailles, mais c'est des domaines déjà conséquents, hein, plutôt autour de 70, 100 hectares, ou après des coopératives. Est-ce qu'il y a une taille minimum? Disons que ça nécessite quand même un certain temps, ça nécessite un formalisme. Donc il y a quand même voilà, aujourd'hui on a le domaine bon, disons qu'il faut quand même être structuré en matière notamment de ressources humaines pour pouvoir absorber la prise en main en fait de la démarche RSE. Donc à date, on n'a pas de très petite structure de structure avec un domaine ou avec une personne ou un couple de vignerons. On a plutôt des structures quand même qui sont un peu plus installées avec un minimum, enfin, on va dire avec une dizaine de collaborateurs ou au moins pour pouvoir absorber en fait cette prise en compte de la RSE dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est le formalisme qui serait le facteur limitant plutôt ou... Il y a cette partie formalisme qui est importante à prendre en compte, puisque l'idée dans la RSE, c'est de mettre en œuvre les actions, mais aussi de les suivre, de les piloter. Donc il y a cet enjeu-là aujourd'hui qui est peut-être freinant pour les plus petites structures, qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas de toute petite structure dans notre collectif. Pour autant, bon, il existe des outils déjà pour savoir un peu où on en est en matière de RSE, même quand on est une petite structure. Je sais qu'AFNOR a développé par exemple un outil d'autodiagnostic en ligne juste pour faire un premier pas, on va dire, vers la RSE. Ce sont des choses qui permettent rapidement à l'entreprise de voir un peu ce que c'est que la RSE concrètement chez elle, et elle va rapidement voir si c'est adapté à sa taille ou pas. D'accord. Après, on peut résumer peut-être dans le principe, il faut avoir quelques indicateurs
pour être capable d'appliquer les principes de l'amélioration continue, c'est-à-dire mesurer les actions et chercher à s'améliorer. Piloter, chercher à s'améliorer. D'accord. Alors après, on a toute une salle de questions qui concernent plus les démarches environnementales. Est-ce que le label Vigneron engagé reconnaît les labels bio, biodynamie, ce qui permet de développer la partie transformation et commercialisation? Et on a une question aussi de ce type-là. Je suis déjà ISO 14001. Est-ce que toute la partie environnementale est traitée grâce à l'ISO 14001? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais me noter juste un petit. Alors là, pour ce qui est, par exemple, des complémentarités entre démarches bio, biodynamie et puis vigneron engagé, ou de manière plus générale RSE, on va dire, parce que en fait, tout ça est complémentaire, c'est-à-dire que si vous êtes, que veut dire le fait que vous soyez en agriculture biologique? Ça veut dire que vous n'utilisez pas de traitement phytosanitaire de synthèse, d'origine de synthèse. Il y a un engagement qui est plutôt environnemental et qui est plutôt vignoble. La RSE, c'est transversal et ça va de la vigne jusqu'au verre. Donc l'idée, c'est de pouvoir complémenter, en fait. Il y a une complémentarité qui existe entre cet engagement bio, qui est plutôt biodynamique, qui est plutôt un engagement de vignoble, technique, agronomique, avec un engagement RSE qui, lui, est plus stratégique. Pour faire caricatural, vous pouvez très bien faire du vin en biodynamie dans des bouteilles qui pèsent extrêmement lourd, ou avec un packaging qui est très peu vertueux en termes environnementaux, ou en faisant travailler vos collaborateurs dans des conditions limites. L'idée, c'est que la RSE n'amène pas les mêmes garanties, en fait, n'amène pas les mêmes engagements à l'entreprise que bio ou biodynamie. Et j'en tiens pour preuve qu'on a, si vous prenez aujourd'hui Biocoop, par exemple, Biocoop, c'est un opérateur de la bio. Aujourd'hui, il se dit, nous, on est bio et on est aussi engagé en matière de RSE, en matière d'éthique, en matière d'équitabilité, etc. C'est bien la preuve de la complémentarité qui existe entre une notion plutôt RSE et une notion bio ou biodynamie. Donc, ce n'est pas antinomique, en fait. Non, c'est plutôt très complémentaire. Il y a une complémentarité qui existe. Je vous ai présenté tout à l'heure les châteaux Sainte-Rosine et châteaux des Demoiselles qui sont en conversion à agriculture biologique. Dans les coopératives qui sont adhérentes à Vigneron engagé, il y en a beaucoup qui travaillent aussi des produits en agriculture biologique. Donc voilà, l'idée, c'est la complémentarité. Et d'ailleurs, il en va de même avec les autres démarches, du HVE ou du tir Avitis. Tu as cité du coup l'ISO 14001. L'ISO 14001 est un ISO qui est environnemental, qui va permettre en effet, bien sûr, de mettre l'entreprise sur les bons rails de la RSE. Il faudra complémenter cet engagement-là par un volet ancrage territorial, un volet gouvernance, un volet stratégique, un volet RH, etc. Mais bien sûr, tout ça est bon à prendre en fait. La RSE va se nourrir de ce que vous avez déjà comme engagement dans vos entreprises. Ça vient chapeauter un peu toutes les démarches, ces labellisations, et je vous confirme, l'ISO 14001, c'est plutôt justement donc une démarche environnementale sur la partie transformation. Donc, vous avez déjà beaucoup de points et vous traitez, quand vous êtes ISO 14001, le pilier environnemental de façon très développée. Donc, c'est des atouts. Mais évidemment, après, il y a le pilier social, le pilier économique qui seront à traiter. D'accord, d'accord. Autre question. Alors, d'ailleurs, du même type, la complémentarité de normes, est-ce qu'on l'a aussi avec la certification ISO 9001? Ça, je vais peut-être répondre sur cet aspect-là pour le faire et le pratiquer depuis longtemps. Alors, encore une fois, l'ISO 9001, c'est une norme qui est structurante pour les entreprises et plutôt sur les étapes de transformation et de mise en marché. C'est un précieux atout pour ce que disait Arnaud en matière de formalisation, en matière d'indicateurs. Et quand vous faites de l'ISO 9001, en plus, l'ISO 9001 a été complémentée. Il y a des nouvelles versions qui intègrent la notion de partie prenante, qui intègrent la notion de force-faiblesse, risque-opportunité, et qui sont des atouts justement pour revendiquer une démarche RSE. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, il y a des structures qui l'ont, l'ISO 9001. Oui, tout à fait. Et il y a des réflexes en fait, qui sont pris par l'entreprise quand elle met en œuvre l'ISO 9001.
pilotage, reporting, amélioration continue, tout ça est déjà intégré dans l'ISO 9001. Donc, c'est quand même un fonctionnement du coup qui va être familier à l'entreprise. Elle va avoir, je vous donne des exemples, mais elle va déjà avoir son tableau Excel de suivi des actions correctives, par exemple, sur le plan environnemental ou sur le plan management de la qualité des produits. Et ben, c'est un peu la même méthode qu'il faut déployer après sur les autres enjeux de la RSE. Mais tout ça est facilitant. Une nouvelle fois, tout ce que fait déjà l'entreprise en matière de management, de la qualité, de la sécurité, de la RH, de l'environnement, du vignoble, tout ça est facilitant pour la mise en place de la RSE. Ok, alors j'ai maintenant quelques questions sur les différents labels. Quid de Bordeaux Cultivons Demain? Est-ce qu'on s'approche plus d'une démarche RSE vigneron engagé ou engagé RSE? Donc ça, c'est une initiative à l'échelle de l'interprofession, je crois, hein, Oui, tout à fait. de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça s'approche plus de l'une ou de l'autre? Alors, le Bordeaux Cultivons Demain est une démarche qui a été initiée il y a maintenant, je dirais, un an et demi, 2 ans, par l'interprofession des vins de Bordeaux, un petit peu sur le modèle du système de management environnemental des vins de Bordeaux, le SME des vins de Bordeaux. L'idée étant de pouvoir permettre aux entreprises de valoriser un engagement RSE. Alors, comment dire, les similarités avec Vigneron engagé, c'est notamment la base ISO 26000. À ma connaissance, le SME des vins de Bordeaux se base également sur l'ISO 26000, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, Ce qu'on disait vraiment la norme de référence. C'est la norme de référence, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, qu'est-ce qu'il existe comme différence aujourd'hui entre le vigneron engagé et le SME des vins de Bordeaux? À ma connaissance, le SME des vins de Bordeaux est une démarche qui est collective, avec une labellisation collective, si je ne m'abuse, et qui va permettre de labelliser à 3 niveaux: au niveau de l'exploitation, au niveau de la cave coopérative, au niveau du négoce. Donc, il y a ces différentes typologies qui sont intégrées dans le SME des vins de Bordeaux, à la différence pour le coup de vignerons engagés, où ce ne sont que les vignerons qui vont se faire labelliser donc, en matière de RSE. Après, il existe certainement des ponts, c'est-à-dire qu'une entreprise vigneron engagée va avoir des facilités à être Bordeaux Cultivons Demain, et inversement. Voilà. Ce sont forcément des avantages puisqu'on est tous les deux basés sur l'ISO 26000. Ok, j'ai une autre question qui se rapproche de celle-là aussi. Donc, la question sur les labels, la reconnaissance des labels à l'international, tu y as répondu tout à l'heure, mais là j'ai une autre question qui me dit, ces labels semblent très franco-français, là. Donc, je pense qu'on parle de vignerons engagés RSE, et Bordeaux Cultivons Demain dans le même esprit. Existe-t-il des labels plus internationaux? Alors, nous, on a fait des démarches aujourd'hui qui sont à un stade vraiment embryonnaire, hein, vignerons engagés, pour discuter avec des démarches, notamment d'autres pays sur la RSE. Il se trouve que la RSE ou en tout cas ce qui se revendique être la RSE, n'est pas toujours basé sur l'ISO 26000 dans les différents pays. Alors lorsque c'est vraiment notre clé d'entrée au niveau de vignerons engagés et de engagés RSE. Le label a été développé en France pour labelliser des entreprises françaises. Pour autant, la déclinaison internationale est pertinente. Sustainable wine growing, c'est un terme qui parle à l'international. C'est la traduction de notre label en version internationale. Donc, bon, c'est franco-français. Oui, en termes d'entreprises représentées, l'idée, c'est de valoriser une certaine éthique, un certain savoir-faire qui est réalisé par les entreprises de notre collectif. Et ça passe aussi par l'international, donc par la traduction anglaise du label. Quand on discute avec Système Bolaguette ou avec la Société des alcools du Québec, on a cet échange qui est permis par le fait qu'on soit basé sur l'ISO 26000. Si demain une entreprise parle ISO 26000, on parlera le même langage, donc on n'est pas vraiment cloisonné à nos frontières nationales, puisque c'est l'ISO 26000 qui est reconnu dans 154 pays dans le monde, ou 164, je ne sais plus.
et qui est notre clé d'entrée. Oui, c'est la base de l'ISO 26000 qui crédibilise vraiment cette démarche. D'accord. Bah, écoutez, il va être temps de conclure. Alors, il y a une toute dernière question et justement qui est aussi d'un autre acabit, mais qui va nous permettre de conclure. Pour l'aspect économique, existe-t-il des subventions pour se conformer à la norme ISO 26000? Ça va être la dernière question. Soit succinct peut-être Arnaud là-dessus. Oui, il existe des subventions. Et alors après, elles peuvent être de différentes natures. Soit c'est pour un projet spécifique qui s'intègre dans la stratégie RSE, un investissement ou une action spécifique. Pour le cadre global mis en place de la RSE, ça va être au cas par cas en fonction de la situation notamment géographique de l'entreprise. Les conseils régionaux vont accompagner par exemple la mise en place de démarches RSE. Ça peut être le cas de France Agrimaire, ça peut être le cas d'ADEME, ça peut être le cas de différentes institutions. Donc ça dépend des thématiques en fait qu'on traite. Ça dépend du thème et ça dépend de la région où est située l'entreprise. Donc c'est plutôt, il y a plutôt des subventions à l'échelle régionale. Oui, principalement. Ouais. D'accord. Et national aussi, tu citais France Agrimaire. Il y a quelques fonds, issus de fonds européens. C'est ça. Ok. Très bien. Bah, écoutez, il est 12h15. On a parfaitement respecté le timing. J'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation, pour vos nombreuses questions auxquelles on a, je crois, pratiquement intégralement répondu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous affiche aussi mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires. Donc, encore merci à toutes et à tous pour votre participation. Bonne fin de journée et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'ICV. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.